Nous sommes avec Jean-Christophe aux éditions Pattern Record. Donc nous sommes sur le Festival international des Jeux de Cannes et tu vas nous présenter un petit peu d'abord toi, et puis après un petit peu on va parler un petit peu de ta maison d'édition que tu as fait en coopération avec Jacques. Ok. Alors donc bonjour à tous déjà. Bonjour. Pattern Record. Non, j'ai parlé de moi en manie. D'abord toi. D'abord, donc je suis Jean-Christophe. Fondateur avec Jack, comme tu l'as dit, de Pattern Record Édition, qui est une maison d'édition maintenant qui va avoir 2 ans, fêter ses 2 ans bientôt. Je suis rentré dans le jeu de rôle il y a bien longtemps, il y a quelques décennies, avec la boîte rouge comme beaucoup, RunQuest après, mais c'était dans un autre âge. Bonne référence. Un autre âge. Après avoir travaillé comme traducteur pour pour quelques boîtes, je me suis dit qu'il y avait des petites perles dans les éditions indépendantes un peu partout dans le monde qui méritaient d'avoir leur VF, leur localisation. Ouais. Et c'est le point de départ de Pattern Record Édition. Bon, on en a parlé un petit peu avant. L'origine du nom de cette maison d'édition. Alors on a cherché un nom. Comment s'adresser d'abord avec nos interlocuteurs en premier lieu étaient beaucoup anglo-saxons. On voulait avoir cette reconnaissance-là, donc on a été vers un nom anglo-saxon, désolé. Donc Pattern Record vient d'un bouquin de Gibson qui s'appelle Pattern Recognition en anglais et reconnaissance des schémas, identification des schémas en français pour la VF. C'est un bouquin qui date des années 2000-2010, entre 2000 et 2010. Et c'était Gibson nous parle à tous les deux, Jack et moi, et ça a été assez évident de dire voilà, on est des chercheurs, on fouille, on découvre, on cherche des pépites et quand on trouve une pépite, on l'identifie et on l'amène au public. Ouais. D'ailleurs, on va en parler justement de la ligne éditoriale de Pattern Record parce qu'elle est vraiment particulière. Vous sortez un petit peu de la masse avec vos produits. Donc, comment ça marche au niveau des choix? Vous décidez tous les deux? Comment ça fonctionne exactement? Comment vous fonctionnez? Alors, on fonctionne au coup de cœur. On va être au coup de cœur. Si l'un d'entre nous a un coup de cœur, l'autre se dit c'est bon, on peut y aller. Après, on étudie la faisabilité, bien sûr, mais on fonctionne d'abord comme ça. Après, il y a eu quelques opportunités qui nous ont permis de démarrer sur des jeux qui étaient connus en France, qui avaient leur reconnaissance déjà, donc qui nous a permis de trouver un public assez vite, assez rapidement. Et puis, mais on fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire on voit des bouquins, on nous dit ça c'est chouette, c'est un truc qui est pas fait ailleurs. Est-ce que ça peut être fait? Sous quelles conditions? Est-ce que ça va trouver son public? On se pose des questions habituelles. Ouais. Mais même si l'autre a un doute, on le met sur la poche et puis on fait confiance l'un à l'autre là-dessus. Et au niveau, par exemple, quand vous avez les choix, quand on va parler d'hypertellurien. Oui. Voilà. Si tu peux nous dire sur l'hypertellurien, comment vous avez choisi ce bouquin? Alors, quand même, a révolutionné un petit peu l'univers du jeu de rôle parce qu'on s'y attendait pas, ça a super bien marché. Oui. En fait, hypertellurien, c'est plus un coup de bol qu'autre chose, un coup de chance. Les premiers jeux qu'on a signés, en fait, le premier jeu qu'on a signé, c'est Troika. Oui. Moi, Troika me faisait de l'œil. C'est un jeu qui a un univers graphique très particulier. C'est un vrai objet. Autant qu'un jeu. C'est assez barré. C'est de l'OSR à l'anglaise avec le système de D6 et 3 caractéristiques. Donc c'est très très bien. Et ensuite, par rencontre dans les conventions diverses auxquelles on assiste tous les deux en Europe, un peu partout. Là, c'est une convention allemande, en l'occurrence. L'auteur de Hypertellurien a dit « Ah, mais si tu as une maison d'édition, tu veux faire un jeu, moi je te file mon jeu, et vous l'éditez en français. » On a dit « Ok, ben banco. Banco. » Voilà, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas du tout. Donc c'est plutôt par connaissance et par réseau. Hypertellurien est arrivé comme ça. C'est un univers qui nous parlait à tous les deux parce que c'est du pulp avec de l'imagerie des Weird Tales des années 50, 60, un univers très marqué, très baroque, la science fantasy avec des films qui nous plaisaient tous les deux. On avait en tête forcément Barbarella,
le John Carter of Mars, on avait tous ces trucs-là, on a dit c'est génial, ça passe, il y a un public pour ça va faire un petit jeu, pas très cher, facile à éditer pour un premier jeu puisque c'est de la traduction et que bon, c'était tout fait en interne, donc tout allait bien. Justement, il y a quand même le catalogue, en peu de temps, il est hyper chargé quand même, il y a beaucoup de choses. Ouais, on a eu, on a, parce qu'on a été sur des marches, enfin, on a été voir des gens qui n'étaient pas des marchés. Moi, j'étais très étonné quand j'ai contacté les gens de Nelsonian, en Troïka, de ne pas avoir été contacté avant par un éditeur français, parce que c'est un jeu qui a une gamme existante. De mémoire, il y a 5 ou 6 bouquins suppléments en plus du bouquin de base. Donc j'étais assez étonné que personne ne l'ait fait. Après, je peux comprendre l'effet niche. C'est quand même des jeux qui sont pas très mainstream, qui restent de la scène indépendante. Mais bon, il y a quand même une possibilité de faire un travail intéressant sur l'objet en même temps que sur le... Moi, ce qui me fait penser, quand j'ai découvert Pattern Records, ça m'a fait penser beaucoup au début de John Doe. Je sais pas si tu vois un petit peu le parallèle par rapport à ça. Oui, je vois bien. Voilà, donc sauf que John Doe a commencé par de la création française. C'est ça, tout à fait. Et vous, mais si tu veux, au niveau de l'entité un petit peu particulière qu'on trouve dans les salons, je trouvais qu'il y avait un parallèle. Enfin, c'est gentil parce que je me trompe peut-être. Je vais prendre ça comme un compliment parce que John Doe, c'est quand même une maison qui a sorti des jolies choses. Je vous souhaite la même chose. Donc là, il y a eu Troïka au début. Donc le premier Hypertellurien, Troïka assez vite dans la foulée. Donc qui nous a permis aussi, on a appris de Hypertellurien, puisque le travail du papier, du livre n'était pas le nôtre au début, on a appris de quelques erreurs pour aller vers des imprimeurs qui nous permettaient d'avoir la qualité qu'on voulait, c'est-à-dire plus de papier couché, mais un papier... je vais dire un vrai papier, désolé, un papier un peu plus à l'ancienne avec une couverture texturée, un peu plus de travail dessus. Ça a été très enrichissant de travailler comme ça. Ça nous a permis de marquer un peu plus cette ligne en disant, en plus de faire des bouquins de jeux de rôle indépendants, on va faire des bouquins qui soient aussi des livres agréables à lire, à manipuler et à avoir dans sa bibliothèque. Et au niveau de l'architecture graphique, vous gardez les... Alors là, c'est une imposition, parce que c'est les éditeurs originaux et les auteurs originaux ont demandé, c'est vraiment ont travaillé leurs jeux comme des œuvres d'art quasiment. Enfin, c'est le cas de Troïka. Donc on avait l'imposition de garder la charte graphique. De toute façon, la question s'est même pas posée parce que la question ne s'est pas posée. C'est un ensemble. Donc non, on avait tout intérêt à la garder. C'est ce qui fait le jeu en fait. Ça donne une grande partie du jeu. Ça donne ce côté extrêmement surréaliste et baroque qui marque ce jeu. Donc aucune raison de changer. Et la bonne nouvelle pour Troïka, c'est que on a rencontré on était à Londres l'an dernier, on leur a amené les livres, notre version française, et ils ont été satisfaits du travail, ce qui était une vraie respiration pour nous. Même, on était déjà content que le public français ait trouvé ce jeu, mais on voulait être fiers de ce qu'on présentait aux auteurs et à l'éditeur original, et on a le feu vert pour faire la suite. C'est cool ça. Donc les suppléments vont arriver quand on les planifiera. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais vous avez un mode de fonctionnement beaucoup aussi par campagne de financement. Oui, campagne de financement parce que ça nous permet on n'a pas les fonds nécessaires pour avancer des impressions. Donc ça nous permet d'une part de nous faire connaître, parce que le financement participatif est quand même un bon tremplin, une bonne reconnaissance, ça permet d'être vu. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, ça permet de financer les impressions. Là, on a le droit de faire les suppléments, on les fera en numérique, et la campagne de financement permettra de les faire en physique. En physique, d'accord. Donc on s'approche plus de la précommande que du financement participatif dans ce cas. Voilà. D'accord. Et j'ai appris que vous allez peut-être relancer Déviant alors peut-être. Alors Défiante avait été un échec l'an dernier, il y a 2 ans. Ça arrive. Oui, ça arrive. En plus, la période était terrible. Oui, c'est vrai que c'était entre 2 Covid. C'était il y a plein de raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. On a écouté les conseils de connaissances et d'amis.
en arrêtant avant la fin et en communiquant dessus de façon extrêmement transparente. Et je crois que ça a été plutôt bien perçu par le public. On s'est aussi rendu compte au fur et à mesure des salons que le jeu est toujours attendu. Donc on va le relancer, mais c'était finalement heureux d'attendre parce que entre temps les auteurs originaux ont lancé leur propre Kickstarter qui a été un bon succès aux États-Unis pour la zone anglo-saxonne, qui a débloqué pas mal de contenu. Et donc on va relancer quelque chose qui sera encore plus important que ça n'était. D'accord. D'ailleurs, tu peux nous en toucher 2 mots de Défiant. Alors Défiante, c'est un jeu. Alors il sera un peu plus peut-être un peu plus consensuel un peu plus dans les terrains connus que ce qu'on a proposé par ailleurs, puisque c'est c'est un jeu, je vais dire, à tendance gothique où on joue des créatures. Des créatures extrêmement puissantes, des anges de l'apocalypse, des démons, des créatures anciennes, etc., qui sont réveillés par un démiurge ou le créateur, peu importe son nom, pour venir détruire l'humanité et qui se sont rebellés contre leur créateur. Donc, et on enfermait les villes on protège les villes sur lesquelles elles règnent. Donc on joue des gens puissants, extrêmement puissants, qui peuvent d'un claquement de doigts créer une région entière de la carte, mais qui néanmoins veulent découvrir ce que c'est être humain, les sentiments humains. En étant envoyés par le démiurge sur Terre, ils ont été pour acquérir leur forme corporelle, ils ont commencé à avoir des sensations et des émotions, etc. Et eux se sont rebellés justement pour découvrir ce genre de choses. Le parallèle que je pourrais faire, c'est un peu comme si... c'est notre lecteur qui avait trouvé cette formule-là. C'est un peu comme si Neil Gaiman avait fait Vampire et le monde des ténèbres. D'accord. Donc c'est plutôt... on est entre je suis désolé, je cherche mes mots. Entre Sandman et Vampire. D'accord, ok. Voilà, je situe ça. On a la puissance des familles aristocratiques extrêmement puissantes, mais également ce monde très surréel, avec des sentiments très humains. L'adversité se manifeste comment alors? Alors l'apocalypse a lieu effectivement, mais en dehors de ces villes, elle est en toile de fond. C'est pas un prétexte de jeu, dans la mesure où les joueurs ne vont pas combattre l'apocalypse. Ils vont plutôt empêcher l'apocalypse de rentrer chez eux. Donc s'il y a intervention de l'apocalypse, ça doit être par touche, et parce qu'il y a une tentative d'intrusion, ou parce que un agent de l'apocalypse ou une créature a été séduite par l'apocalypse et veut tenter d'ouvrir une porte. Mais on est plus sur un jeu... c'est un jeu qui est... c'est un jeu de pas de gestion de ville, mais de lutte de pouvoir, vraiment à la Vampire, dans l'idée, c'est-à-dire qu'il y a quand même des luttes de pouvoir pour tout le monde, entre tous ces êtres qui peuvent être extrêmement violents. Et après il y a tout le processus sur les questions de moralité, les questions d'émotion, qu'est-ce qu'être humain, etc., etc. Donc c'est un jeu qui n'est pas forcément basé sur l'action physique, mais sur une vie plus quotidienne. D'accord. Ok. Et ça, vous avez une date Non, on n'a pas de date encore. Pas de date encore. On a des dates pour les prochains jeux, mais Défiante, on réfléchit à le placer au bon moment et avec un travail un peu plus, une meilleure communication que ce qu'on avait fait, c'est sûr, parce que c'est une des erreurs. Et un gros travail un gros travail sur l'édition éditoriale pour vraiment bien le penser. Là c'est pareil, ça risque d'être le livre de base. Les suppléments seront traduits au moins en PDF et éventuellement des paliers pour débloquer les versions physiques. D'accord. Bon, c'est un jeu qui nous tient à cœur.
et on le lâchera pas. On le lâchera pas. Non. On pense que c'est un très très bon jeu, qu'il a vraiment son public en France, et donc on le lâchera pas. Ouais. Voilà. Bon, on rigole un petit peu, mais on est dans le salon et là, il y a des enfants partout qui ont envahi le salon. Donc, bon, alors, on a parlé d'Hypercalurien, hein, ouais. On a parlé de Troika, et donc il y a aussi Warpland, par exemple. Oui, ouais. Alors Warpland est le dernier publié, pas le dernier financé, mais le dernier publié. Moi, c'est un jeu qui est très, qui est très baroque aussi dans son. C'est une apocalypse et un retour à l'âge de Conan. Ouais. On va résumer ça comme ça. Il y a une civilisation très avancée, une apocalypse et un retour à un âge barbare, dans tous les sens du terme. Et là, ce qui nous a interpellé, c'était l'objet en lui-même. Ouais. On a fait un livre carré comme la version originale. Et graphiquement, on se rapproche des années 80, 90. Ouais, c'est Métal Hurlant. Ouais. Il y a une grosse inspiration de Treuillet, il y a une grosse inspiration de toute cette de tout ce bouleversement BD de cet âge-là. L'auteur argentin est un grand passionné de cette époque. Et moi, j'ai eu grand plaisir à faire la maquette, à travailler dessus. Parce que c'est un jeu qui est extrêmement simple. Il y a des bouts d'univers partout. Des tables aléatoires à chaque page un maître de jeu va piocher des idées, trouver des idées, pouvoir faire amener ses joueurs dans ce monde extrêmement violent. Donc c'est assez intéressant. C'est pas un jeu consensuel, hein. C'est un jeu violent. Il fait partie d'une trilogie, d'un triptyque, pas d'une trilogie, d'un triptyque de 3 jeux. Neurocity qui était le premier, qu'on n'a pas traduit puisqu'on est arrivé nous sur Warpland. Ce qui est heureux aussi qu'on l'ait pas traduit parce que l'auteur le retravaille maintenant qu'il a travaillé sur les 2 autres parties du triptyque. Et le prochain que l'on va publier, ça sera Hell Knight, qui est son dernier jeu, le dernier jeu du triptyque, qui est un jeu qui parle de motards sataniques dans les années 80. D'accord. Les fans de films d'horreur mexicains des années 80, ça devrait leur parler. C'est aussi pas très consensuel et extrêmement violent. Donc, mais il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que la simplicité des règles, c'est un peu point commun, c'est un hasard ou pas entre vos différents? Non, je crois que c'est un hasard parce que, en fait, je crois que c'est un hasard pour nous. Ouais. Mais c'est un point commun dans la scène indé. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. C'est vrai que dans la scène indé, on a tendance à trouver des systèmes qui sont plus simples que des. Plus simple que ce qu'on peut trouver ailleurs. Oui, c'est aussi très élaboré en général. Là, c'est vraiment, on va au plus simple et au plus rapide. Ouais. Certains sont connotés OSR, tout à fait, d'autres non. Alors la connotation OSR, moi des fois je la retrouve pas parce que autant Troika se revendique de l'OSR britannique, c'est-à-dire héritier des livres dont vous êtes le héros je me souviens plus comment ça s'appelle le système. Bon, voilà, ce système-là, avec les 2d6, les 3 caractéristiques, la caractéristique chance, endurance, donc ils sont très hérités de ça. Ils le revendiquent. Warpland ne se revendique pas de l'OSR. Hypercalurien ne se revendique pas de l'OSR non plus. Et pourtant, ils ont des mécanismes, tables aléatoires, etc., qu'on retrouve beaucoup dans l'OSR. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qui intéresse les créateurs indépendants, c'est le développement de leur univers, ou la façon de présenter leur univers, plutôt que les règles. Ouais. Le world building, comme ils disent. Oui, c'est ça. Exactement. Warpland a été vraiment bien accueilli aussi. Hein, ça, bien... Pardon. Warpland a été très très bien accueilli. Ouais. Étonnamment très bien accueilli pour nous parce qu'on a fait une réimpression. Donc qui est très valorisant pour nous d'avoir notre distributeur qui nous dit non mais là ça serait bien que vous fassiez une réimpression parce que les magasins n'en ont plus. C'est bien. Donc très bien. Merci au distributeur et merci au magasin. Donc ça c'est pas mal. Ça nous permet aussi d'avoir une échelle pour les suivants. Alors il y a Paléomythique qui a été financé avec succès à la fin de l'an dernier, qui est sous presse depuis le début de la semaine là. Donc on devrait les avoir sous 2 à 3 semaines. Et il devrait être en boutique. Il va être envoyé aux souscripteurs bien évidemment.
et il devrait être en boutique au mois d'avril, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, il y a des démos ici en ce moment. Hein. Il y a des démos. Ouais. Il y a des démos tous les jours. Enfin, ouais. non, celle d'aujourd'hui est passée. Ouais, ouais. Il y a des démos demain. Moi, le monde m'a vraiment interpellé. Hein. Tu vois, j'ai lu tout ce qui est concerné pour Paléomythique. Mais bon, si tu peux nous en toucher deux mots, justement, pour ça que je connais pas. Oui, Paléomythique. Paléomythique, c'est un jeu de pierre et sorcellerie. Et il porte tout à fait bien son nom. Plutôt que d'imaginer un jeu préhistorique réaliste, comme il en existe déjà des très très bons, au moins un très 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 bon. On est sur un autre volet, là, on est dans une préhistoire d'un monde imaginaire. Je l'imagine comme la préhistoire du monde de Conan. C'est-à-dire qu'on a déjà des civilisations perdues. On n'est pas encore à l'âge de bronze. On est dans cette tranche-là préhistorique, mais où le fantastique et la magie sont bien présentes. Par exemple, un peintre quand il va dessiner un ours au fond de la caverne, l'esprit de l'ours va l'investir, ou il va envoyer l'esprit de l'ours investir en chasseur, etc. Donc, on est vraiment dans la magie. Le chamanisme. Il y a des chamans, on peut jouer des chamans, alors, c'est pas un prédicateur. S'il y a des prédicateurs, il y a des sorciers, il y a des formes de sorcellerie, il y a des peuples serpents, il y a tout ce qu'on retrouve dans l'imagerie de la sword and sorcery, mais ramené à l'âge de pierre. Ouais, d'accord. Voilà. C'est la seule différence, c'est que les armes là sont fragiles. Elles sont en silex, elles sont en os, elles sont en bois, elles sont fragiles. Et la vie est très fragile. Donc c'est un jeu qui peut aller sur c'est un jeu qui est conçu comme une boîte à outils pour le MJ et qui permet de mettre le curseur de ses aventures là où il veut. C'est-à-dire qu'on a une description d'un continent. On n'a que la description, il n'y a jamais deux cartes de ce continent. Donc ça laisse pas une grande part de liberté au meneur de jeu d'imaginer et de peupler son continent comme il le veut. Il y a des peuples qui existent, qui sont décrits. Le meneur de jeu les inclut, ne les inclut pas. Il y a des outils pour créer un clan, il y a des outils pour créer une tribu, il y a des outils pour créer un village ou même une ville, parce qu'il y a c'est là où on triche un petit peu avec la préhistoire, c'est qu'il y a des villes qui existent dont on sait qu'elles n'existeront que 4000 ans après la nôtre, quoi. Donc c'est pour ça on n'est pas du tout dans le réalisme, mais néanmoins on peut enlever une part de fantastique pour faire un jeu sur la survie quotidienne d'une tribu. On peut imaginer une session de jeu qui est passionnante, une session de chasse. Ouais, d'accord. Une chasse ou protéger les cueilleurs pendant que de la tribu du clan voisin qui vient sur les mêmes terres et dans le même temps aller combattre un chaman banni de sa tribu qui se prend pour un prophète dans une cité perdue et qui a rassemblé un peuple humanoïde plus tout à fait humain qui fait des raids. Voilà. Donc le panel est grand. Faut aller aussi s'inspirer de ce qui s'est passé dans la littérature. On parlait tout à l'heure de certaines BD Tarzan des années 50, quand il partait combattre les peuples serpents. Dans la jungle, il y avait des tombées sur les cités perdues. C'est ça. Ou Rahan est un bon truc aussi. Voilà. Donc, il y a un bestiaire, en fait. Il y a un bestiaire, il y a tout. Il y a un bestiaire, il y a des peuples, des peuples d'hommes bêtes, des peuples étranges. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un clan, il y a une aventure. Voilà. Donc il y a tout pour commencer. On a un peu de matériel. On est en train de voir avec l'auteur comment on va faire. Je pense que ça sera sous forme numérique. Après, pour inspirer un petit peu plus parce que c'est un jeu qui se tient en un livre. On a tous les éléments pour jouer. Après, je sais que certains joueurs sont friands d'un petit peu de matériel supplémentaire pour pouvoir développer. Et au niveau du système, c'est quoi en fait? Alors, le système est extrêmement simple aussi. Voilà. C'est un système à pool de dés. Chaque personnage est défini par un nombre de traits qui sont des adjectifs qui le caractérisent, qui sont pas libres. C'est une liste d'adjectifs. Donc, on en dispose d'un certain nombre, et chaque adjectif donne un dé. Donc, une fois qu'on a et certains adjectifs qui se rapportent spécifiquement à la situation donnent un dé de bonus. Donc, on a un pool de dés, on lance les D6.
Et si on fait 6, on réussit. C'est le système similaire que le système de Weizen et de Tales from the Loop. C'est un système qui est extrêmement simple, avec des petits twists. Sur une attaque, si on fait un 1, l'arme se casse parce que les armes sont fragiles. La possibilité de se dépasser, donc d'accepter de se blesser pour réussir, etc., etc. Et le système de blessure est extrêmement simple aussi. C'est quand on est blessé, on perd un trait. Le joueur perd un trait. D'accord. Voilà. Tout simplement. Il raye un trait et qui récupérera après cette seconde. D'accord. Donc c'est un système qui est lui aussi extrêmement simple, très très rapide à prendre en main. Il s'explique en 5 minutes. La création de personnages un peu plus longue parce qu'il y a des choix à faire, mais elle peut être faite aussi de manière aléatoire si les joueurs ont envie de s'amuser un petit peu et de se défier un petit peu sur des personnages qu'ils ne maîtrisent pas. J'aime bien ça, la construction aléatoire. Ce sont des archétypes de personnages. Donc avec des gens qui sont plus mystiques, donc qui vont inclure les sorciers, etc. D'autres qui sont des professionnels. On va retrouver des chasseurs-cueilleurs, qui sont des vrais archétypes de personnages. Et puis des combattants, etc. Et chaque personnage peut avoir plusieurs occupations. Donc on n'est pas limité à juste une occupation. On est chasseur, mais on peut être également chaman, pas chaman à 16 heures perdues, mais peindre dans les cavernes, justement, avoir ce côté-là où j'invoque l'animal que je vais chasser et pour prendre sa force, etc. Donc, voilà, ça permet de faire des combos intéressants. D'accord. Voilà pour Paléomythique. Et par contre, je crois qu'on n'a pas parlé de tout ce que j'ai présenté parce qu'il y a pas mal de trucs sur le stand. Oui. Après, il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé, c'est le suivi de certaines gammes là. Donc, j'ai parlé un petit peu de Troïka. On va avoir les suppléments. Hypertellurien, on est en train de préparer avec l'auteur un omnibus. On aimerait bien que ce soit un omnibus à la façon du comics là, de scénarios, parce que lui il a publié pas mal de scénarios. Nous, on a des gens qui nous ont écrit des scénarios qui ont été approuvés par l'auteur. Donc, on va faire un omnibus recueil de scénarios qui permettra à Hypertellurien d'avoir un peu plus de matière, parce que c'est un jeu, dans les retours qui ont été faits sur Hypertellurien, c'était le jeu, mais ok, c'est génial, mais qu'est-ce que je vais faire et comment je vais le faire? Donc voilà, c'est la matière pour comment je vais le faire, un petit peu, pour un peu alimenter l'imaginaire et les jeux des joueurs et des MJ. Et les autres n'ont pas de. Donc j'ai parlé du triptyque. Donc on a fait le tour. On a fait le tour de ce qui existe. On a fait le tour de ce qui existe. Donc tu viens de dire ça, ça m'intrigue alors. C'est qu'il y a des trucs qui n'existent pas, qui sont. Alors, on va faire le prochain jeu que nous allons traiter, c'est Arc, qui est un jeu philippin, qui est assez particulier aussi, peut-être encore plus de niche que les autres, puisque c'est un jeu qui peut être joué en one shot ou en campagne ou en arc narratif. On le joue comme on veut. Il y a tous les éléments dans le livre de base qui permettent de faire ça. On joue contre l'horloge de l'apocalypse. Donc, les joueurs savent le contrat de base et il va y avoir une apocalypse. Elle est imminente. Elle va arriver. Et l'horloge de l'apocalypse avance inéluctablement. Donc en fait le temps de jeu est fixé par les joueurs. C'est pour ça qu'on peut jouer sur une partie de 3 heures en disant toutes les 20 minutes, toutes les 40 minutes l'horloge va avancer. Et si on joue sur plusieurs sessions, c'est à chaque séance ça va avancer. D'accord. Voilà, on gère le degré d'avancée de l'horloge. Et c'est un jeu qui pourrait paraître comme ça très noir et très sombre, mais en fait qui est extrêmement poétique, parce que c'est une vision non occidentale de l'apocalypse. Donc l'apocalypse est vu comme quelque chose qui va arriver, qui peut-être être empêché, mais selon ce qui se passe, est-ce que ça doit être empêché ou pas? Est-ce que faire en sorte que ceux qu'on aime survivent à l'apocalypse n'est pas le seul but? Est-ce qu'il ne faut pas attendre cette révolution pour aller vers quelque chose de mieux? Donc, il y a toute cette partie-là à prendre en compte pour les joueurs. Donc il y a une partie très de choix moraux.
le système de jeu est donc toujours basé sur cette horloge. À chaque horloge, un prémisse, une prémonition, un événement annonciateur se déroule et il faut l'empêcher ou pas. Voilà. Ça peut être un culte millénariste qui veut invoquer un démon, ça peut être un événement naturel incontrôlable, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui nous tient aussi très très à cœur. D'une part parce que il vient de loin et qu'on n'a pas l'habitude en France d'avoir des jeux de l'Asie du Sud-Est. Mais comment vous l'avez trouvé ce truc? Comment on l'a trouvé? Comment on l'a trouvé? Il y a un super site qui s'appelle Itch. D'accord. Et on fait de la veille dessus. Alors quand on a trouvé celui-là, il nous a marqué par ses graphismes. Voilà, ça c'est la couverture de couverture de Arc. Ce qu'on a trouvé avec justement ces pages qui peuvent être extrêmement poétiques, y compris les créatures que l'on peut jouer, qui sont ou que l'on peut rencontrer, qui sont pas forcément sur un monde. On n'est pas forcément sur un monde réaliste, sur une apocalypse réaliste. D'accord. Voilà. Et alors celui-ci, c'est graphiquement m'avait vraiment scotché parce que pareil là, on fait partie des auteurs qui sont à la fois qui mettent en page, qui sont graphistes, concepteurs de jeux, et qui proposent quelque chose qui est tout en un. Ouais, c'est un objet, quoi. Voilà, c'est un objet. Mais c'est essentiellement narratif ou? Non, c'est un jeu traditionnel. C'est-à-dire il y a une forme de narration partagée. Elle est minime par rapport à d'autres jeux. Donc je les classerais plutôt dans les jeux assez classiques avec un MJ et des joueurs. D'accord. Et un mécanisme relativement simple. Les règles s'expliquent en 5 minutes. D'accord. Les joueurs se mettent d'accord sur le temps de jeu. C'est important que la table entière se mette d'accord sur le temps de jeu. Et après, on y va. D'accord. Le MJ a ses outils pour le faire. Donc là, je vois qu'il y a le bouquin. Tout ça, c'est prévu pour quand, ça, en fait? Alors ça, c'est prévu. On a prévu la campagne participative pour ce printemps. D'accord. C'est tout prêt. Ce printemps. Ouais. Ça sera plutôt la fin du printemps que le début du printemps. Ouais, d'accord. On attend de livrer complètement paléomythique et après on s'attaque à ça. On a un kit de découverte qui est déjà prêt. Donc on le publiera en numérique en temps en heure et on pourra le retrouver sur les salons sur lesquels nous serons en physique sur quelques exemplaires là pour pouvoir le montrer. J'espère pouvoir faire des démos, j'espère aussi. Ce que je peux annoncer tout de suite, c'est que la créatrice nous a fait une couverture rien que pour la France. Donc la version française aura sa propre couverture exclusive. Et pour une livraison avant la fin de l'été finissant le 21 septembre. Voilà, le temps de la production, parce que c'est un livre, ça sera un livre seul, il y a des suppléments, mais là on est un peu prisonnier des questions de droit parce que l'autrice a cédé les droits à une maison d'édition avec laquelle on négocie pour récupérer les quelques aventures qui existent. D'accord. Voilà. Bah écoute, on a fait le tour finalement. Oui. Ouais. Bah écoute, Jean-Christophe, merci. Ton actualité est bien fournie. Oui. C'était un plaisir de discuter, de faire découvrir Pattern Records aussi à ceux qui ne connaîtraient pas encore. Merci à vous. Un grand merci. Pas mal de monde qui commence à vous connaître. Oui, j'espère. Enfin, on est bien suivi sur les réseaux, c'est sûr. On a rapidement maintenant on le voit sur les campagnes, c'est vrai que on a une fanbase maintenant qui nous suit et qui nous réclame des jeux. Bah écoute, merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Oui. Bon salon à vous. Ouais, à vous.